Rapidement, on va appeler le prochain intervenant, Monsieur Kelly Guerrier. Alors, je dirais en fait rapidement que le professeur Kelly Guerrier, il est professeur à la faculté des sciences depuis 2011. Et puis, il a surtout en fait joué avec le gonflement du sol, les sols qui ont tendance à se gonfler. Alors, on l'accueille en fait pour sa présentation sur le renforcement des sols avec des fibres naturelles, le cas du CISAL en Haïti. Bonjour à tous, merci beaucoup chez vous. Je présenterai aujourd'hui sur le renforcement des sols avec les fibres naturelles. Chérimont a parlé tout à l'heure de gonflement des sols, c'est ma spécialité, je fais mon doctorat dans le gonflement des sols argileux. Mais le gonflement, on a toujours parlé de ça en oubliant qu'il y a aussi l'autre phénomène qui est le tassement. Le gonflement se produit dans les argiles quand ils sont en contact avec l'eau, mais en période de sécheresse, il y a aussi le retrait et parfois le tassement. Donc, le travail que je vais vous présenter, c'est le travail que j'ai fait en Belgique avec 3 autres collègues, Carl-Henri Victor qui est là, Daniel Verastegui qui était professeur à l'UCL, et un autre collègue de la République démocratique du Congo qui s'appelle Gustave Coco. Le renforcement des sols, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir incorporer, c'est de vouloir améliorer les propriétés mécaniques de certains matériaux, de certains sols qui ont en général une portance faible, en y incorporant des matériaux. Dans le cas du renforcement avec des fibres, cela se fait depuis un certain temps avec des fibres synthétiques. C'est une méthode parmi d'autres que Daniel a travaillé là-dessus et il m'avait proposé d'abord de renforcer certains sols qu'on trouve ici avec des portances faibles avec des fibres synthétiques. Mais après, on a vu dans la littérature que les coûts étaient parfois élevés pour des pays à faible revenu où il faut déjà importer les fibres, les faire arriver, ensuite pouvoir les utiliser. Et dépendant de la quantité de sol dont on veut améliorer la potence, le volume de fibres à incorporer dans le sol peut être énorme, ce qui peut augmenter les coûts. Et de ce fait, je lui ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser des fibres naturelles qu'on trouve qui sont produites dans le pays pour faire le même travail? C'est ainsi qu'on s'est penché sur le CISAL, qui est une fibre qu'on cultive ici dans une plante, qui peut être une alternative économique parce que cette fibre est produite localement, mais aussi qui, si on veut protéger l'environnement, peut être utilisée en tant que fibre naturelle pour améliorer les sols. Et ce qu'on s'est proposé de faire pour voir si une amélioration avec le CISAL serait correcte, c'est après de voir est-ce qu'en incorporant le CISAL au sol, ça peut améliorer ne serait-ce que la résistance au cisaillement de ces sols-là. C'est pour ça qu'on utilisera des essais triaxiaux, dont je parlerai un petit peu plus tard dans la présentation, pour voir est-ce que, oui ou non, l'incorporation de CISAL dans le sol permet d'améliorer cette propriété-là au moins. On a choisi des essais triaxiaux UU, non consolidés non drainés, pour des raisons de temps, vu qu'on avait 3 mois pour faire cela. Le sol utilisé, c'est un sol qu'on a prélevé dans la formation d'Elma, qui est une formation géologique ici en Haïti, qu'on compte à Port-au-Prince, dans la zone de Delma, mais aussi dans la zone de l'aéroport. Et les échantillons ont été prélevés à la Sonapi, où des problèmes de fissuration de bâtiments d'organes industriels ont été observés. Ces sols, ce sont des argiles, c'était des modes, avec 55% de carbonate de calcium et 45% d'argile. Les argiles sont en grande majorité de l'aspectite, qui est une argile gonflante. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la mécanique des sols, les indices de plasticité sont aux environs 19, ce qui veut dire que ce sont des sols qui ont un gonflement moyen, gonflement quand même. Ces photos-là ont été prises un peu avant le tremblement de terre, c'était en 2009, et donc les fissures ne sont pas dues au tremblement de terre, mais à la qualité du sol qui se déforme en dessous des bâtiments. On a parlé du sol un petit peu. Maintenant, les fibres de CISAL qui ont été utilisées, c'est du CISAL qui est cultivé ici, que j'ai acheté.
Et ces cisales ont été d'abord observées au microscope pour voir, les dimensions et puis l'apparence de la fibre aussi. Le microscope que nous avons utilisé, c'est un petit microscope de table, ce n'est pas un gros microscope sophistiqué qui fonctionne avec le même principe que nos webcams. C'est une petite caméra mais qui permet d'agrandir de 103 fois plus et 300 fois plus, qui permet d'observer le sisal fibre par fibre et de voir les dimensions. On peut voir sur la fibre qu'on a regardé ici que les dimensions varient dépendant de l'endroit où on fait la mesure. Par exemple, ici, on peut avoir des fibres qui font un demi-millimètre, des fois un peu moins. Mais ce matériau naturel qui n'a pas été fabriqué dans une industrie, on comprend. On voit aussi que ce matériau qui n'est pas très régulier, il y a de nombreuses lacunes dans le matériau, ce qui fait que quand on fera les tests pour mesurer sa résistance à la traction, on exprimera ça et on exprimera pas ça en termes de contraintes, pour dire qu'on atteint la hauteur à telle contrainte, mais on donnera plutôt la charge sous laquelle la fibre se rompt. Parce que calculer une section pour la fibre de sisal a été un petit peu difficile, donc on n'a pas voulu se lancer dans un calcul de contrainte, mais dire seulement la fibre se rompt pour telle charge. Les essais de traction ont été réalisés sur le sisal pour voir pour quelle charge elle se rompt. C'est un petit peu, on a parlé du sol qui va être renforcé avec le sisal. Si vous voulez une analogie, c'est comme quand on va mettre de l'acier dans du béton. Il faut tester la résistance de l'acier. On a un petit peu fait la même analogie, donc on a mesuré les résistances à la traction du sisal avec une machine qui était disponible à l'UCL, qu'on a adapté, parce que les normes qui existent pour les mesures, pour les essais de traction sur le sisal, on n'a pas vraiment pu les appliquer avec les machines dont nous disposions, vu que ces machines qui se trouvaient dans le laboratoire de l'UCL, c'est des machines qui sont en général utilisées pour faire la traction des aciers. Donc on a été obligé de faire une certaine adaptation pour mesurer la charge, les charges pour lesquelles les fibres seront. Et donc, si vous pouvez voir ici le petit filet de sisal, on a testé fibre par fibre sur plusieurs fibres et on a ici quelques résultats qui montrent les déplacements en abscisse, ici les déplacements en abscisse et les charges pour lesquelles on a une rupture. Et donc, on a plus ou moins des fibres qui se rompent entre 4 et 18 newtons de charge. Donc, les charges pour lesquelles on a la rupture, c'est entre 4 newtons et 18 newtons. On a fait ça pour une quarantaine de fibres et on s'est arrêté là quand on a observé ces résultats-là. Ce qui est quand même une très bonne résistance, si je peux m'exprimer en ces termes, pour des fibres de sisal. On a parlé des essais de réaction eus au début. Donc, ce qu'on fera, c'est de mesurer, c'est de faire des essais de réaction sur le sol naturel, comme il a été prélevé, et ensuite de mélanger ce sol-là avec une certaine quantité de sisal. Pas dans un ordre déterminé, le sol a été mélangé avec le sisal de manière aléatoire. Donc, c'est du sol, du sisal qu'on a mélangé avec un petit malaxeur pour faire les tests. Les essais de réaction, ce sont des essais non consolidés, non grillés, parce qu'on n'avait pas le temps pour le faire. Donc, ces essais-là durent 15 minutes. C'est juste qu'on a voulu voir est-ce que, oui ou non, l'incorporation de sisal améliore la résistance au sisal. Tu me diras quand jusqu'à 8 minutes? Ok, très bien. Donc, pour cela, on ne mesure pas de pression interstitielle, on ne mesure rien, on met l'échantillon de sol dans la cellule triaxiale et on écrase à une vitesse qui est de 1 mm par seconde. Et on mesure déplacement et contrainte. Dans ce cas, on peut mesurer la contrainte parce qu'on peut mesurer la force et on connaît la section de notre échantillon de sol que nous avons placé dans la cellule triaxiale. On a travaillé avec des fibres de polypropylène aussi, c'était juste pour voir avec le sisal
quelle différence, mais ces résultats-là ne seront pas présentés. Et les pourcentages de sisal qu'on a incorporés au sol naturel, c'était des pourcentages de 1% en poids et de 3% en poids aussi. Et nous avons fait parfois 2-3 essais pour voir la répétabilité de la mesure. Est-ce qu'en répétant cela, on arrive à avoir à peu près les mêmes cours? Je vous présente donc quelques résultats. Donc, pour le sol naturel, on voit, c'est le sol sans sisal, on voit la petite courbe ici en pointillé. Et pour les sols avec un certain pourcentage de sisal, par exemple ici avec le 1%, on voit qu'il y a ici une petite amélioration de la résistance au cisaillement. Ici, on a les déplacements et ici les contraintes en kilopascal. On a une certaine amélioration avec 1% de sisal et l'amélioration est encore plus grande dans le cas où l'incorporation de sisal, le pourcentage de sisal est de 3%. Ce que nous interprétons, déjà, on voit avec l'apparence des déformations, parce qu'après les essais de réaction, nous regardons comment la déformation se produit. Dans le cas du sol naturel où il n'y a pas de sisal du tout, on voit que la rupture est très franche. D'ailleurs, je n'ai même pas enlevé dans la gaine en caoutchouc parce que il y avait une rupture franche. Donc sinon, je n'aurais pas pu avoir la photo. Mais dans le cas où on incorpore le sisal, il n'y a pas vraiment de rupture franche. Il y a une déformation. D'ailleurs, on a été obligé d'arrêter l'essai après 15% de déformation, ce qui déjà correspondait à une charge que le capteur de force dans la cellule triaxiale ne pouvait plus mesurer. En tout cas, on était à la limite du capteur, donc on a dû arrêter l'essai. C'est pour ça que vous voyez que mes courbes sont coupées un petit peu sèchement. Et donc, on voit que la déformation, dans la déformation, il n'y a pas de rupture franche. Ok, pas de problème, je vais terminer. Donc, comment on interprète tout cela, c'est que, comme je vous avais parlé de l'analogie avec le béton armé tout à l'heure, c'est que au moment de l'essai triaxial, la fibre, si on la considère ici, c'est avant de commencer l'essai. Au moment où il y a la déformation, il y a une certaine mobilisation des effets de la friction entre les particules de sol et les fibres de sisal. Ce qui fait que ça va nous donner une certaine augmentation de la résistance, comme dans le cas du béton armé, où l'acier vient aider le béton à reprendre les efforts de traction. On a aussi notre interprétation qui peut être due à l'effet pont entre toutes les fissures. Le sisal vient et sert de pont entre les masses de sol qui sont séparées par la fissure, ce qui fait qu'il est un petit peu plus difficile, étant donné les résistances qu'on a mesurées pour le sisal lors des essais de réaction, il est plus difficile pour la charge de rompre le sol en ce point. Ce qui fait qu'il se déforme quand même, mais la rupture franche, on ne l'a pas. L'autre interprétation, c'est qu'avec la quantité de fibres aussi, plus on a de la fibre, c'est plus on aura une amélioration de la résistance. Mais il faudra quand même faire attention, puisque il ne faut pas qu'on ait beaucoup trop de fibres que de sol. Sinon, on fait de la mécanique des fibres et pas de mécanique des sols. Et ensuite, question de résistance, il faudra voir ça aussi. Donc, en conclusion, il faudra pour continuer ce travail. Et voilà la durabilité du mélange sol-sisal. Est-ce qu'à certains moments, le sisal, comme il est matériau naturel, il ne se détériore pas dans le sol, ce qui fait que après, je ne sais pas, 5-10 ans, si je peux donner l'estimation, cette résistance-là à laquelle on s'attendait, on ne l'a plus, ce qui fait que ce n'est pas intéressant. Supposons qu'on utilise là pour une plateforme de chaussée, pour améliorer une plateforme de chaussée. Si après 5 ans, on n'a plus la résistance à laquelle on s'attendait, ce n'est pas économique. Donc il faut avoir ça. Raymond m'avait promis de travailler avec moi sur ça, comme il est en chimie, mais je n'ai jamais entendu son bruit depuis. Il faut aussi continuer à étudier l'interaction sol-sisal pour bien modéliser cela. Carl-Henri Victor va parler de modélisation tout à l'heure. Pour bien modéliser cela et expliquer de façon plus objective comment cela se passe.
Et la longueur des fibres aussi. Nous, on a travaillé avec des fibres de 12 mm parce qu'on a trouvé ça dans la littérature. Beaucoup de gens le font comme ça. Oui, j'ai compris, madame. Et donc, il faudrait voir, est-ce que moins long, plus long, est-ce que le résultat change? Et puis, passer du laboratoire à des cas concrets, et puis essayer d'autres types de fibres, ce qui ne manque pas ici, des fibres de noix de coco, des fibres de bambou, etc. On a terminé, je vous repasse le micro, je vais m'asseoir en attendant les questions. Merci beaucoup, professeur Kelly, pour cette belle présentation. Concernant les sols gonflants, j'ai un bâtiment, alors je vois des fissures qui apparaissent, et peut-être c'est à cause des argiles, mais quelle solution qu'on peut apporter à ce bâtiment pour pouvoir arrêter les fissures? Si vous avez remarqué des fissures sur votre maison, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un problème de sol gonflant, ça peut être autre chose. Et donc il faut chercher avant de dire qu'il s'agit d'un problème de sol gonflant. Tout à l'heure, Charles a présenté une carte du potentiel de gonflement qui a été réalisé par les étudiants de la faculté des sciences Port-au-Prince. Il faudrait peut-être regarder où votre maison se situe et vous assurer que c'est effectivement un problème de sol gonflant et que ce n'est pas autre chose. Mais dans le cas des problèmes de sol gonflant où les bâtiments sont fissurés, plusieurs alternatives sont possibles pour construire là-dessus. Il y a des techniques qui existent pour construire sur le sol gonflant. Il y a des techniques d'amélioration des sols. On améliore les sols à la chaux. Et on peut, comme je l'ai montré, utiliser des fibres pour diminuer. Là, j'ai parlé des problèmes en cisaillement où ça renforce la capacité du sol à résister aux efforts de cisaillement. Mais ça peut aussi aider à limiter le gonflement. On peut, dans certains cas, enlever la couche de sol problématique et remplacer par un matériau drainant. On peut aussi éviter que l'eau arrive au sol gonflant, puisque le moteur du gonflement, c'est l'eau. S'il n'y a pas d'eau, même si votre sol est gonflant, il ne gonflera pas. Le moteur du gonflement, c'est l'eau. Et si vous empêchez à l'eau d'arriver, vous n'aurez pas de gonflement. Donc, il y a plusieurs, je peux vous donner des documents là-dessus, plusieurs méthodes pour construire sur les sols gonflants, pour traiter les sols gonflants. Cela dépend de la quantité de sol à traiter, de ce que vous voulez faire exactement, et cela dépend de plein d'autres paramètres que nous ne pouvons pas en quelques minutes expliquer et puis choisir dans le cas de votre maison, si vraiment c'est un problème de sol gonflant.